Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la rupture conventionnelle, plus particulièrement sous l'angle du consentement. Je suis Marie Excoffier, je suis rédactrice spécialisée à la rédaction sociale des éditions Lefebvre Dalloz. Mais je ne suis pas seule. Bonjour à tous, Clément Gégère, je suis également rédacteur spécialisé aux éditions Lefebvre Dalloz. Voilà, donc on va passer une grosse demi-heure ensemble, à la suite de quoi vous aurez un petit quart d'heure pour poser vos questions. On tâchera d'y répondre en direct, en tout cas à certaines d'entre elles. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir rapidement sur les règles qui encadrent la rupture conventionnelle. Alors, c'est un dispositif qui est déjà un petit peu ancien. Je vais avancer les slides en même temps. C'est un dispositif qui a été initié par un accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ensuite intégré au Code du travail par une loi du 25 juin 2008. Et c'est un dispositif qui en fait constitue en quelque sorte une troisième voie entre le licenciement, qui est un mode de rupture qui dépend de la volonté de l'employeur, et la démission qui dépend de la volonté du salarié. La rupture conventionnelle, finalement, dépend de la volonté des deux. Donc, c'est une voie amiable de rupture du contrat de travail. L'objectif, c'était de sécuriser les ruptures conclues dans ce cadre. Pour l'employeur, en limitant le risque de contentieux, puisqu'a priori le salarié est d'accord, et pour le salarié de quitter son poste en bénéficiant des indemnités de rupture et également d'une indemnisation chômage. Alors, quelques chiffres sans rentrer trop dans le détail. Donc, ça, c'est des données d'ARES. On voit que la rupture conventionnelle connaît un succès qui ne se dément pas au fil des années, puisqu'au début du dispositif, en 2009, on était un petit peu moins de 200 000 ruptures. Et on a été crescendo jusqu'à atteindre, au dernier chiffre connu, donc 2021, 454 000 ruptures par an, avec un léger infléchissement en 2020 dû à la crise sanitaire. Mais le succès ne se dément pas. Donc, on reste inférieur au nombre de ruptures au titre du licenciement ou de la démission. On a trouvé des chiffres INSEE qui faisaient état pour 2020 de 650 000 licenciements tous motifs confondus et un peu plus d'1 million de démissions. Donc, la rupture conventionnelle est en troisième position, mais néanmoins se comporte plutôt bien. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, ah oui, alors un petit rappel avant quand même, effectivement, la rupture conventionnelle est ouverte à tous les employeurs sans condition d'effectif. Et en revanche, elle ne peut être conclue qu'avec des salariés en CDI, y compris les salariés protégés, sachant qu'on ne rentrera pas dans ce détail-là aujourd'hui pour des questions de temps, tout simplement. Les salariés protégés, en fait, bénéficient d'une procédure un peu spécifique d'autorisation, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Il n'est pas non plus possible de conclure une rupture conventionnelle pendant la période d'essai. C'est une exclusion claire et nette du Code du travail. Et également, pas de rupture conventionnelle avec un salarié ou en CDD ou en contrat d'apprentissage, puisque dans les deux cas, ces contrats bénéficient, entre guillemets, de motifs de rupture spécifiques. Donc, la rupture conventionnelle est exclue pour ces contrats-là. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le consentement est un élément essentiel de la validité. C'est la liberté de consentement des parties doit être garantie en tout point de la procédure et donc exempt de tout vice. Et surtout qu'en pratique, on constate quand même bien souvent qu'il arrive fréquemment qu'une des parties soit un peu plus d'accord que l'autre. Donc, d'où la nécessité de prendre un certain nombre de précautions. Donc, on envisagera un certain nombre de situations un peu délicates des contextes un peu délicats dans lesquels une rupture conventionnelle peut être conclue. Mais avant ça, on va rebalayer les différentes étapes de la procédure et on verra à cette occasion que chacune de ces étapes est largement irriguée par la question du consentement.
Clément, c'est à toi. Nous commençons donc avec la partie sur le respect de la procédure qui constitue le gage d'un consentement libre et éclairé. Selon le Code du travail, la rupture conventionnelle individuelle doit être négociée par l'employeur et le salarié lors d'un ou plusieurs entretiens. Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a apporté 2 précisions. Il y a obligation de tenir au moins un entretien à peine de nullité de la rupture, et si l'une des parties à la convention de rupture invoque l'absence d'entretien, c'est à elle de l'établir. La Cour de cassation fait donc de la tenue d'au moins un entretien une condition substantielle de validité de la rupture conventionnelle. Cela signifie que si le salarié prouve que l'entretien n'a pas eu lieu, la rupture sera nécessairement nulle, sans même que le salarié ait besoin de prouver que son consentement a été vicié. En pratique, il peut être judicieux de tenir plusieurs entretiens, d'abord parce que cela est souvent nécessaire pour pouvoir discuter des différentes modalités de la rupture, mais également afin de pouvoir justifier du consentement du salarié en cas de litige. Signalons que la Cour de cassation a admis que l'entretien préalable à une éventuelle sanction, souvent appelé entretien préalable au licenciement, puisse faire office d'entretien préparatoire à la rupture conventionnelle. Dans un arrêt du 19 novembre 2014, la convention de rupture avait été signée le lendemain d'un entretien préalable à un éventuel licenciement. La salariée n'avait donc pas été convoquée à un entretien spécifique à la rupture conventionnelle, et c'était au cours de cet entretien préalable au licenciement que la rupture conventionnelle avait été envisagée et discutée. Bien entendu, pour éviter tout litige, il vaut mieux organiser un entretien spécifique à la rupture conventionnelle. Nous allons maintenant passer à la question de l'invitation du salarié à l'entretien préalable. Pardon, lapsus, je préfère parler d'entretien préparatoire à la rupture conventionnelle, à bien distinguer dans l'esprit d'un entretien préalable au licenciement. Donc, sur la question de l'invitation du salarié à l'entretien préparatoire à la rupture conventionnelle et à l'information du salarié de ses droits, il convient de préciser que ces formalités ne sont pas sanctionnées automatiquement par la nullité de la rupture. Elles ne doivent toutefois pas être négligées, car en cas de litige, des manquements à ces obligations peuvent contribuer à démontrer l'existence d'un vice du consentement du salarié et donc à entraîner la nullité de la rupture. Alors, dans le détail, l'invitation à l'entretien préparatoire n'est soumise à aucun formalisme particulier, mais un écrit est vivement conseillé car il pourra contribuer à établir la preuve qu'il y a eu un entretien. Il en va de même de l'information du salarié de son droit d'être assisté. Marie Escoffier exposera dans quelques instants en quoi consiste cette information. Et l'employeur est également tenu d'informer le salarié de ses droits, notamment à l'assurance chômage, sur les régimes fiscal et social de l'indemnité de rupture conventionnelle ou encore sur la procédure de rupture conventionnelle. C'est l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui prévoit que la liberté de consentement du salarié est notamment garantie par les informations qui lui sont communiquées. Il s'agit de lui offrir la possibilité de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant tout consentement. Néanmoins, selon la jurisprudence, ce n'est pas une formalité substantielle. À titre d'illustration, dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2014, les juges ont estimé que l'absence d'information sur ce point n'avait pas affecté le consentement du salarié dans la mesure où celui-ci avait un projet de création d'entreprise. Attention cependant, pour d'autres salariés, la possibilité de contacter Pôle emploi peut être déterminante. On pense notamment à la possibilité d'être informé sur les modalités d'indemnisation du chômage et en particulier au différé d'indemnisation. Le différé peut être déterminant dans la décision du salarié de conclure une rupture conventionnelle. Cependant, il n'est pas obligatoire d'informer le salarié précisément sur ses droits. Il suffit de l'informer qu'il peut contacter Pôle emploi pour se renseigner. On peut même dire que c'est très risqué et pas recommandé du tout d'entrer trop dans les détails parce que les législations qui sont
qu'il s'agisse de la réglementation du chômage, de la législation fiscale ou de sécurité sociale, ces législations sont complexes et fluctuantes et il est très facile de faire une erreur. Votre documentation juridique habituelle comporte des formulaires avec toutes les indications utiles. Il y a souvent une lettre de prise de rendez-vous et une fiche informative rappelant les droits du salarié. Sachant que ces deux documents peuvent être transmis en même temps aux salariés, la fiche informative étant jointe à la lettre de prise de rendez-vous. Alors sur l'assistance, Clément y a fait référence. Lors de l'entretien ou des entretiens préparatoires, le salarié a la possibilité de se faire assister. Donc soit par un autre salarié de l'entreprise ou par un élu du CSE si l'entreprise en est dotée. Si l'entreprise n'en est pas dotée, il peut s'adresser à un conseiller externe, un conseiller du salarié, dont la liste est fixée dans chaque département par le préfet et qui peut être consulté en mairie ou à la section de l'inspection du travail. S'il se fait assister, ce qui n'est pas obligatoire, mais s'il choisit de se faire assister, il doit en informer l'employeur. À partir du moment, ça c'est le Code du travail qui le dit, à partir du moment où le salarié se fait assister, l'employeur peut également se faire assister. Il peut lui aussi choisir pour cela une personne qui appartient au personnel de l'entreprise ou, si l'entreprise compte moins de 50 salariés, peut également s'adresser à une personne qui appartient à son organisation patronale ou à un autre employeur qui relève de la même branche d'activité. Donc, de la même façon, réciproquement, il doit aussi informer le salarié du fait qu'il se fait assister. Alors ça, ce sont les règles posées par le Code du travail. En pratique, la jurisprudence est un petit peu plus souple, puisque dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a décidé que le fait que l'employeur ait été le seul à être assisté, donc le salarié ne l'ayant pas été pour sa part, donc le fait que l'employeur ait été le seul à être assisté ne peut pas entraîner la nullité de la rupture conventionnelle, sauf à ce que cela ait engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien, donc un vice du consentement. Là encore, on le voit, le consentement est un élément très, très prégnant. Pour ce qui est de l'avocat, les parties en cours de procédure peuvent tout à fait se faire conseiller par un avocat, rien ne les empêche de le faire. En revanche, se faire assister par un avocat en cours de procédure n'est pas possible. Bon. Ce qui contreviendrait effectivement au côté amiable de ce mode de rupture. Donc, si on veut résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent, en fait, la seule obligation, finalement, c'est de tenir au moins un entretien, même si plusieurs peuvent être préférables. Donc, mais si cet entretien-là n'est pas tenu, la sanction sera la nullité de la convention. Ensuite, les autres obligations telles qu'informer le salarié du fait qu'il peut se faire assister ou l'informer sur ses droits, même si elles ne sont pas formellement identifiées comme obligatoires, elles ne doivent pour autant pas être négligées, parce que ça pourra rentrer en ligne de compte dans un futur contentieux, si contentieux il y a. Si l'employeur n'a pas été suffisamment informatif, entre guillemets, sur ce plan-là, ça pourra être un élément qui permet de démontrer l'existence d'un vice du consentement. Donc, la difficulté de l'exercice est de trouver finalement un bon équilibre entre un minimum de formalisation quand même pour parer à toute éventualité, sans non plus tomber dans quelque chose de trop rigide qui pourra un petit peu entamer la confiance réciproque nécessaire à ce type de convention. Donc, au minimum, si on veut résumer, l'employeur doit transmettre au salarié une lettre de prise de rendez-vous finalement pour le ou pour les entretiens préalables. On peut éventuellement doubler ça d'une fiche informative dans laquelle ces droits pourront lui être rappelés, notamment vis-à-vis de Pôle emploi. Enfin, en tout cas, l'invitant à se rapprocher de Pôle emploi.
voilà, le courrier de confirmation du rendez-vous, on peut l'envoyer par tout moyen finalement. Hein, donc, ça peut être une remise en main propre, ce sera souvent la voie privilégiée, ou éventuellement un courrier recommandé. Éventuellement, ce qui peut être intéressant, si le salarié est à l'origine de la demande et souhaiterait conclure une rupture conventionnelle avec l'employeur, s'il en parle oralement, il peut être utile de lui demander de formaliser par écrit, de formaliser cette demande par écrit. Alors nous passons à la signature de la convention. C'est une étape essentielle dans la procédure de conclusion d'une rupture conventionnelle. Avant d'aborder les différents points de vigilance, je vais quand même rappeler le cadre formel de conclusion de la convention de rupture. Celle-ci est formalisée par la signature du formulaire CERFA de rupture conventionnelle. Conformément au Code du travail, le formulaire doit définir les conditions de cessation du contrat et notamment le montant de l'indemnité de rupture, la date de la rupture du contrat qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. Dans tous les cas, comme le formulaire correspond à un CERFA, c'est impossible de passer à côté de ces champs sans lesquels d'ailleurs la rupture ne serait pas homologuée par l'administration. De plus, il faut signaler que depuis le 1er avril 2022, les demandes d'homologation doivent être faites en ligne sur le portail TéléRC, sauf bien sûr impossibilité matérielle ou également panne du service. Néanmoins, ce portail ne supprime pas la nécessité de passer par le formulaire qui, après avoir été rempli via le portail, doit être imprimé et signé par les parties et, après le délai de rétractation de 15 jours calendaires, doit être transmis à l'administration via le portail TéléRC pour qu'elle homologue la convention de rupture. Donc, les points importants dans le cadre de cette étape, une attention particulière doit être portée à la signature de la convention par l'employeur ou son représentant et par le salarié. Et la signature doit être accompagnée de la date de signature et de mentions manuscrites obligatoires. Aucun délai n'est imposé pour signer la convention après le ou les entretiens préparatoires. Il a déjà été jugé que la convention peut être signée le lendemain de l'entretien préparatoire. Il est même possible théoriquement de signer la convention au cours de l'entretien. Toutefois, la signature précipitée d'une convention peut être considérée par les juges comme un élément susceptible d'avoir vicié le consentement du salarié. Donc, mieux vaut s'accorder un délai d'au moins une journée avant de signer la convention, afin d'éviter tout litige. Sur la mention « lu et approuvé », la signature des parties doit donc être précédée de la mention « lu et approuvé » de façon manuscrite. Cette obligation ne résulte pas de la loi, mais d'un arrêté qui a instauré le modèle de formulaire, donc un arrêté de 2008. Cette formalité n'est pas forcément une condition substantielle de validité. Il y a des cours d'appel qui estiment que ça l'est et d'autres que ça ne l'est pas. Bon, donc il est donc recommandé d'indiquer cette mention de façon manuscrite, d'autant plus que ça peut être aussi une raison d'un refus d'homologation de la part de l'administration. La mention de la date de la signature de la convention de rupture, et c'est un élément important, faute de quoi la rupture conventionnelle est nulle.
ce qu'il faut bien voir, c'est que la date de signature, c'est un élément décisif de la procédure et du consentement du salarié, car c'est cette date qui détermine le point de départ du délai de rétractation de 15 jours. À titre illustratif, un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019 a annulé une rupture conventionnelle qui ne mentionnait pas la date de signature de la convention. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'absence de date ne permet pas de déterminer de manière certaine le point de départ du délai de rétractation et que ce délai est une garantie de l'intégrité du consentement du salarié. Autre chose, la question de la fausse date entraîne également la nullité. On pense ici à la pratique consistant à antidater la signature de la convention pour accélérer la procédure, voire pour priver le salarié du délai de rétractation. Dans un arrêt de juin 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que le formulaire de rupture portait une fausse date et que cela n'avait pas permis au salarié d'exercer son droit à rétractation. En effet, le délai était expiré le jour où la rupture conventionnelle avait été conclue. La rupture a donc été annulée. Concrètement, la Cour d'appel s'est fondée sur les pièces apportées par le salarié. L'employeur lui avait adressé un courrier évoquant une rupture conventionnelle un 25 juillet et le formulaire de rupture avait été antidaté au 13 juillet. On le voit, le crime parfait n'existe pas. En revanche, une simple erreur de calcul du délai de rétractation ne justifie pas l'annulation de la convention de rupture, à moins bien sûr que par ailleurs le salarié arrive à démontrer que son consentement a été vicié. Dernier point important et qui donne lieu à du contentieux, la remise d'un exemplaire de la convention au salarié. Cette remise est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, mais aussi pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. À défaut, la convention de rupture est atteinte de nullité. C'est à l'employeur de prouver, et voilà, et là c'est un point particulièrement important pour les employeurs ou leurs représentants, parce que c'est à l'employeur de prouver qu'il a remis un exemplaire de la rupture conventionnelle au salarié. Cela résulte notamment d'un arrêt du 23 septembre 2020. Le fait que la convention de rupture mentionne qu'elle a été établie en 2 exemplaires ne suffit pas à prouver qu'un exemplaire a bien été remis au salarié. Il est recommandé de faire signer au salarié une décharge ou un récépissé attestant qu'un exemplaire lui a été remis, ou de lui faire apposer cette mention sur le formulaire dans le cadre destiné aux remarques éventuelles ou aux commentaires des parties. La mention manuscrite selon laquelle un exemplaire de la convention lui a remis ce jour est donc une mention indispensable. Donc, cette diapo est bien copieuse. Je vais m'arrêter là. Et pour vous changer de la procédure, je laisse la parole à Marie Escoffier qui va exposer des situations qui appellent une prudence particulière. Oui, effectivement, certains contextes appellent à la plus grande prudence, à la plus grande vigilance lorsque l'on souhaite négocier une rupture conventionnelle. On a déjà parlons déjà dans un premier temps de la conclusion d'une rupture conventionnelle en cours de suspension du contrat de travail. La jurisprudence est assez compréhensive. Elle a à plusieurs reprises admis la validité de conventions de rupture conclues dans ces contextes-là, à condition, encore une fois, que le consentement du salarié ou même de l'employeur ne soit pas vicié. On a un exemple s'agissant d'une suspension de contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La rupture conventionnelle qui avait été conclue a été validée. Alors, pour raconter un petit peu l'histoire, dans cette affaire, il s'agissait d'une salariée qui avait été arrêtée un peu plus d'une dizaine de jours suite à un accident du travail. Elle avait repris son poste dans l'entreprise sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail. Donc, juridiquement, le contrat restait suspendu.
Quelques mois plus tard, elle a conclu une rupture conventionnelle avec l'employeur, contre lequel elle s'est retournée en disant « Mais attendez, mon contrat de travail étant suspendu, on ne pouvait pas le rompre ». La Cour de cassation n'a pas suivi et considéré que dans la mesure où il n'apparaissait pas que le consentement était vicié, la rupture, il n'y avait pas lieu d'annuler la rupture conventionnelle qui avait été conclue. Autre exemple, avec un salarié qui a été déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail. Donc là, c'est un arrêt du 9 mai 2019. La Cour de cassation, dans cette décision, a clairement énoncé que l'inaptitude du salarié ne fait pas, en tant que tel, obstacle à la conclusion d'une rupture conventionnelle. Dans un cas comme ça, il faut évidemment quand même être prudent, puisque on sait que la réglementation en matière de licenciement pour inaptitude est assez favorable, notamment après un accident du travail, est quand même assez favorable aux salariés. Donc, dans la négociation de la rupture conventionnelle, il faut être plutôt vigilant, notamment aux aspects indemnitaires. Et donc, il est quand même vivement conseillé de calquer d'emblée l'indemnité de rupture conventionnelle sur le montant de l'indemnité légale de licenciement, enfin l'indemnité de licenciement qui est doublée dans un cas d'inaptitude, licenciement pour inaptitude. Troisième exemple, le cas d'une salariée en congé maternité, dont on sait qu'elle bénéficie d'une protection particulière, donc aussi bien pendant le congé qu'à l'issue de celui-ci. Donc là, c'est un arrêt de 2015, 25 mars 2015. La Cour de cassation, de la même façon, a dit le fait que la salariée soit en congé maternité ne l'empêche pas de conclure une rupture conventionnelle avec l'employeur, pour autant, encore une fois, que son consentement ne soit pas vicié. Donc là, en l'occurrence, la Cour de l'arrêt, si je me souviens bien, l'arrêt concernait une rupture conventionnelle intervenue pendant la période de protection post-congé maternité, mais la Cour de cassation a rendu une décision plus générale en disant on peut très bien conclure une rupture conventionnelle après effectivement le congé maternité, c'était 4 semaines de protection au moment des faits. On est passé à 10 semaines aujourd'hui, mais on peut conclure une rupture conventionnelle durant ces 10 semaines de protection, mais également pendant que le contrat est suspendu en raison du congé maternité. Même solution pour un salarié en congé parental d'éducation. Voilà, c'est un arrêt d'appel, il n'y a pas eu de pourvoi en cassation, donc la solution s'applique. Alors, dans tous les cas, ne pas oublier, même si le contrat de travail est suspendu et qu'il est possible malgré tout de conclure une rupture conventionnelle, la question de l'entretien préparatoire reste fondamentale. Il faut que le salarié passe au moins un entretien avec son employeur, même si son contrat est suspendu. Autre élément de contexte potentiellement sympathique aussi, le contexte conflictuel. Là aussi, la Cour de cassation a plutôt une vision assez extensive des choses. Elle n'exclut pas d'emblée la possibilité de conclure une rupture conventionnelle, y compris lorsqu'un différend oppose l'employeur au salarié. Ça pose pas de problème tant que l'une des parties n'impose pas, et généralement c'est plutôt l'employeur, n'impose pas à l'autre la rupture conventionnelle qu'elle a envie de conclure. Là encore une fois, on va s'intéresser à la question du consentement, de la qualité du consentement qui doit être libre et éclairé. Voilà. Alors c'est vrai qu'un contexte conflictuel accroît le risque, malgré tout, d'annulation de la rupture, compte tenu du différend qui oppose les parties. On peut citer 2 arrêts de 2013. Dans un premier arrêt, en fait, effectivement, il y avait un conflit préexistant. Les parties avaient conclu une rupture conventionnelle. Et il s'est avéré que, en fait, l'employeur avait adressé des menaces à la salariée pour l'inciter à conclure la convention de rupture, et il lui a fait pression sur elle finalement. Donc, la convention de rupture a été annulée. Dans l'autre affaire, les juges ont constaté qu'il n'y avait pas eu de pression particulière ni de contrainte, et ils ont donc validé la convention de rupture.
Donc voilà, là c'est en fait c'est du cas par cas. En fonction des éléments qui sont présentés, les juges prendront position dans un sens ou dans l'autre. Il est également possible de conclure une rupture conventionnelle alors même qu'une procédure de licenciement a déjà été engagée. Donc, c'est un arrêt du 19 novembre 2014. Donc, dans ce cas-là, c'était une salariée en fait qui avait fait l'objet de 2 avertissements, à la suite de quoi l'employeur l'avait convoqué à entretien préalable à licenciement. Et au final, ils avaient trouvé une voie médiane. Ils ont réussi à s'accorder sur le principe d'une rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle a été validée. Et dans ce cas-là, elle a emporté renonciation de l'employeur à chercher à licencier la salariée. La même solution a été retenue dans le cas où le licenciement avait été plus qu'engagé, puisqu'il avait été notifié aux salariés. Donc, pareil, licenciement notifié, les parties se mettent d'accord sur une rupture amiable, une rupture conventionnelle. Tout le monde est d'accord. La rupture conventionnelle emporte renonciation au licenciement. Donc ça, c'est un arrêt du 3 mars 2015. Il est également possible de négocier et conclure une rupture conventionnelle de façon concomitante à un contexte de licenciement économique. D'abord, un bref rappel, car sous certaines conditions, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 19 janvier 2022. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit dans ce type de situation, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc pour aller sur la question des vices du consentement et de la nullité de la rupture conventionnelle, il faut voir que cette question se pose dans ce type de contexte. Notamment lorsque la rupture est négociée et conclue dans un temps proche de l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a 2 arrêts récents de la Cour de cassation qui apportent des éléments de réponse. Dans un arrêt du 17 mars 2021, le vice du consentement a été écarté s'agissant d'un salarié ayant à plusieurs reprises émis le souhait de quitter l'entreprise et que l'employeur avait informé de l'imminence d'un plan de sauvegarde de l'emploi au cours du délai de rétractation. Il me semble que l'employeur l'avait informé vraiment au début du délai de rétractation et le salarié ne s'était pas rétracté comme il en avait la possibilité. Donc, dans cet arrêt, la rupture n'a pas été annulée. Les juges ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un vice du consentement. Cet arrêt est intéressant également car il a donné l'occasion à la Cour de cassation de préciser que dans une telle situation, l'employeur n'a pas l'obligation de délivrer au salarié une information à même de lui permettre de comparer les avantages d'une rupture conventionnelle et d'un licenciement économique. C'est important, l'employeur a donc uniquement comme obligation d'indiquer au salarié qu'une procédure de licenciement économique va avoir lieu sans rentrer dans les détails de la situation du salarié et du bilan coût-avantage. À l'inverse, dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a estimé que le vice du consentement était établi s'agissant d'un salarié auquel son employeur avait caché qu'au moment de la signature de la rupture conventionnelle, un plan de sauvegarde de l'emploi était en préparation et prévoyait notamment la suppression du poste du salarié. En l'occurrence, la procédure de licenciement économique avait été engagée 2 mois après la rupture du contrat du salarié, donc environ 3 mois après la signature de la rupture conventionnelle.
Donc, j'aimerais vous donner un conseil, mais c'est pas simple. Alors, si je dois donner un conseil, c'est de bien informer le salarié si une procédure de licenciement économique va être engagée peu de temps après la signature de la rupture conventionnelle. Mais c'est pas simple parce que les règles propres au licenciement économique imposent d'informer préalablement les institutions représentatives du personnel, en l'occurrence le CSE. Donc, tant que le CSE n'a pas été informé, c'est difficile d'en informer le salarié. Donc la solution peut être à un moment donné de stopper le conventionnel tant que l'employeur ne peut pas informer le salarié de l'imminence d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Autre situation compliquée, celle des salariés victimes de harcèlement moral, qui est une vraie question dans le cadre de la rupture conventionnelle. Alors, une rupture conventionnelle peut être conclue avec un salarié victime de harcèlement moral. Dans un arrêt très important de 2019, la Cour de cassation a estimé que le fait de conclure une rupture conventionnelle dans un tel contexte n'entraînait pas en lui-même la nullité de la rupture. Seul le vice du consentement et la fraude peuvent remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle. Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt. D'abord, la Cour de cassation a choisi de ne pas fermer la voie de la rupture conventionnelle aux salariés victimes de harcèlement moral. Cela permet à l'employeur d'éviter de prononcer un licenciement passible de nullité parce que faisant suite à des faits de harcèlement, et ça ouvre une porte de sortie aux salariés dont bien souvent le seul fait de rester dans l'entreprise peut avoir des conséquences négatives sur son état de santé. Deuxième enseignement, il faut bien garder à l'esprit que si le harcèlement moral n'entraîne pas en lui-même la nullité de la rupture, les juges retiennent bien souvent le vice du consentement lorsqu'une rupture conventionnelle est signée dans un contexte de harcèlement moral. Donc, dès lors que des faits de harcèlement moral ou sexuel sont invoqués par le salarié lors de la négociation d'une rupture conventionnelle, il faut en priorité réagir à ces faits et démontrer que des mesures ont été prises pour établir la réalité des faits et protéger le salarié, mener une enquête interne, associer le médecin du travail et éventuellement les IRP, éloigner le ou les personnes ayant participé aux agissements de harcèlement, etc. S'engager directement dans la voie d'une rupture conventionnelle sans avoir pris ces mesures accroît le risque d'annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement. Et la nullité de la rupture aurait des conséquences indemnitaires plus importantes que dans d'autres situations. Marie Escoffier reviendra sur ce point dans peu de temps. Pas plus tard que tout de suite d'ailleurs. Le temps de changer de slide. Voilà, donc les effets d'une convention de rupture nulle. Le principe, c'est qu'une convention de rupture nulle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, outre les indemnités de licenciement classiques, le salarié peut prétendre à une indemnisation pour licenciement irrégulier selon le barème légal, barème Macron, quand il est appliqué, bien sûr. Parce que pour l'instant, les appréciations divergent. On peut se demander effectivement si la nullité d'une convention de rupture peut produire les effets d'un licenciement nul lorsque le salarié a été victime d'un harcèlement. En fait, cette question n'a pas été directement tranchée par la Cour de casse.
Mais 2 arrêts peuvent le laisser penser, notamment un arrêt du 29 janvier 2020 et un autre du 4 novembre 2021. Ce serait cohérent de considérer qu'effectivement une convention de rupture annulée dans un contexte de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. Ce serait cohérent par rapport à la position de la Cour de cassation en matière d'autres modes de rupture tels que la prise d'acte de la rupture ou la résiliation judiciaire. Là, le harcèlement étant clairement, légalement prohibé par les textes, notamment par le Code du travail. Si le licenciement est déclaré nul, les conséquences indemnitaires ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque le salarié peut exiger sa réintégration. Bon, en pratique, compte tenu du contexte, il n'est pas du tout certain qu'il le fasse, enfin, il peut le faire. Et s'il ne la demande pas ou si elle est objectivement impossible, il a droit à une indemnité de salaire au minimum égal à 6 mois de salaire, sans application du barème cette fois, sans plafonnement. Donc voilà, prudence, vigilance en cas de contexte de harcèlement moral ou sexuel, bien sûr. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Alors, je vais passer rapidement. On a quelques slides dans lesquels on vous vante évidemment quelques-uns de nos produits, parce que tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, présenté aujourd'hui, vous pourriez le retrouver dans nos diverses documentations. Donc, ces présentations de produits vous permettent d'accéder à des tests gratuits. Voilà, ce sera disponible sur la présentation qui sera en ligne sur Webikeo à l'issue de ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment, tâchez d'y répondre. Je ne garantis pas qu'on puisse répondre à tout parce qu'on est limité en temps, mais des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on tâchera de faire une FAQ par écrit qui sera diffusée par la suite. Hop. Je vais prendre une première série de questions. Alors, pour répondre à Sophie et Ingrid qui posent des questions relatives au délai dans lequel employeurs et salariés doivent informer l'autre partie qu'ils se feront assister. Alors, il n'y a absolument pas de délai prévu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la rupture conventionnelle, c'est une négociation, c'est une procédure amiable. Donc, si l'un ou l'autre estime qu'il n'est pas informé dans un délai suffisant pour s'organiser, il peut tout à fait reporter l'entretien ou annuler sa présence à l'entretien. C'est vraiment des éléments qui sont pour l'instant complètement libres. Alors, une question pas simple de Corinne qui nous demande s'il est courant lors d'une demande d'un salarié d'antidater les dates dans le formulaire CERFA. Risque-t-on une procédure prud'homale ? Alors, j'ai aucune statistique sur ce point, mais quand on discute avec des praticiens, il apparaît que c'est une pratique qui existe et que la principale motivation, c'est pas forcément de supprimer la possibilité de se rétracter qui est ouverte pendant 15 jours calendaires aux salariés,
mais d'accélérer la procédure de rupture conventionnelle, en gros de gagner les 15 jours qui sont normalement dédiés au délai de rétractation. C'est une pratique qui présente des risques, notamment à notre époque où de nombreux éléments permettent de savoir qui a fait quoi à tel moment et a envoyé quoi à tel moment. Donc, c'est une pratique à éviter. D'autant que si la question de la présence du salarié pendant les 15 jours du délai de rétractation et ensuite pendant le délai laissé à l'administration pour homologuer la rupture pose problème, il est tout à fait possible de libérer le salarié de ses obligations de présence dans l'entreprise pendant cette période. Donc voilà pour une première série de questions. Oui, j'ai vu plusieurs fois une question, la même question. Est-ce que la convocation à entretien peut se faire par mail? A priori, oui, à partir du moment où on peut attester du contenu et de la date d'envoi. Enfin, le Code du travail n'impose pas de formalisme particulier, donc a priori, oui, il n'y a pas de contre-indication. J'avais vu également une autre question, je ne la retrouve pas, mais je l'ai vue, j'en suis sûre, sur la possibilité d'effectuer l'entretien préparatoire par visioconférence. Alors là, c'est pareil, a priori, rien ne l'interdit. Mais il faudra être d'autant plus vigilant sur les aspects liés au consentement. Donc, idéalement, ce serait préférable que le salarié soit à l'origine de la demande. S'il a, pour des questions d'éloignement ou diverses raisons, qu'il ne peut pas venir en physique rencontrer l'employeur et qu'il souhaite faire l'entretien à distance, il faut lui faire formaliser sa demande. Je pense que dans tous les cas, voilà, il vaut mieux que ça vienne quand même du salarié plutôt que de l'employeur. Après, sur la suite de la procédure, on peut effectivement envisager de toute façon, le TLRC, chacun y a accès de son côté. On peut envisager des envois de documents par la poste, mais il est bien évident que ça complique les choses. Il faut tenir compte des délais d'acheminement. Voilà, donc je pense que c'est possible, mais si on peut faire autrement, c'est mieux. Question de Charlotte. Lorsqu'un salarié fait une demande écrite de rupture conventionnelle, l'employeur a-t-il un délai maximum légal pour y répondre? Non. A priori pas. Il peut également ne pas y répondre. Il peut aussi ne pas y répondre, oui. Mais du coup, dans ce cas-là, il ne se passe rien, en fait. Alors, une question sur la convention, alors une question de Patrick sur là où les conventions de rupture conventionnelle, faut-il uniquement le formulaire CERFA ou également une autre convention? Donc, on parle alors de convention annexe. Le formulaire CERFA est nécessaire et suffisant. Il n'y a pas d'obligation de prévoir une convention annexe. La convention annexe peut être utile pour traiter de différentes questions qui pourraient être inscrites dans le formulaire CERFA dans des champs de notes ou de commentaires. Et également pour traiter d'autres questions liées à la rupture. Je pense par exemple à la clause de non-concurrence, au sort de la clause de non-concurrence, ou d'autres questions de ce type-là. Donc voilà, c'est une possibilité, mais il n'y a pas d'obligation.
Une autre question de Lydia. Doit-on attendre une réponse de la DRETS ou pas pour valider la rupture conventionnelle? En l'absence de réponse de la DRETS, la rupture conventionnelle est validée. Donc, non, il ne faut pas attendre toujours une réponse de la DRETS. On a une question d'Isabelle. Si pas de convention de rupture conventionnelle convenue, quid de la suite des relations contractuelles? A priori, les relations contractuelles se poursuivent comme avant. Employeurs et salariés ne sont pas tombés d'accord, donc sauf à ce que l'employeur ait un motif d'engager une procédure de licenciement ou que le salarié présente sa démission, on reste dans l'état initial, dans la situation initiale. Sandrine nous demande si on peut conclure une rupture conventionnelle dans le cadre d'un CDI de chantier. A priori, je pense que oui, on est dans le cadre d'un CDI. Sauf erreur, je pense que ça devrait être possible. Sur la question, une question d'Hélène sur la signature électronique de la convention de rupture, enfin, du formulaire CERFA. Aujourd'hui, le portail TéléRC ne permet pas de signer électroniquement, donc de donner à l'employeur et aux salariés la possibilité de signer électroniquement la convention de rupture. Il faut nécessairement imprimer la convention et la signer, d'autant que certaines mentions, comme on l'a vu, certaines mentions manuscrites sont obligatoires. Donc à ce jour, la signature électronique n'est pas possible. Sur la question une question de Patricia sur la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en burn-out, dont l'état psychique est altéré. Il n'y a aucune contre-indication. On l'a vu, la rupture conventionnelle est tout à fait possible avec un salarié en arrêt maladie. Néanmoins, le salarié aura l'obligation d'être présent, enfin, le salarié et l'employeur ont l'obligation d'organiser un entretien et le salarié donc devra se rendre dans l'entreprise pour échanger sur les modalités de la rupture conventionnelle. Et dans ce type de situation, il faut évidemment bien faire attention au consentement du salarié, à lui laisser le temps de se décider quant au principe de la rupture du contrat de travail. Alors, on a une autre question de Karine qui nous demande si on peut demander une rupture conventionnelle lorsque le salarié est en formation pour une reconversion professionnelle suite à un long AT. Je dirais que c'est à peu près le même genre de réponse, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un principe de liberté contractuelle entre les parties. Donc, encore une fois, sauf vice du consentement, oui, si le salarié souhaite conclure une rupture conventionnelle, il doit pouvoir le faire, même s'il est dans un contexte un petit peu particulier. On a une autre question. En réaction à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la présentation, quel est l'intérêt de faire une rupture conventionnelle au lieu d'un licenciement s'il est déjà en cours? Bonne question. Alors, l'intérêt financièrement, a priori, ça va pas changer grand-chose effectivement pour l'employeur ni pour le salarié. Il peut être éventuellement psychologique. Le salarié qui va a priori se mettre en quête d'un nouvel emploi, ça sera peut-être plus facile pour lui s'il ne veut pas raconter de crack à son futur employeur potentiel. Ça sera peut-être plus facile pour lui de dire écoutez, je suis parti, on a conclu une rupture conventionnelle parce qu'on ne se voyait plus continuer ensemble, plutôt que de dire j'ai été licencié. Voilà.
Après, il y a... Complètement d'accord, Marie. Un autre intérêt pour l'employeur, c'est de sécuriser la rupture. Oui. Un motif de licenciement est facilement contestable. Encore faut-il d'ailleurs qu'il y ait un motif de licenciement. Donc, dans ce cas-là, la rupture conventionnelle peut permettre de sécuriser la rupture. Delphine nous demande s'il y a un risque de faire une rupture conventionnelle après un mi-temps thérapeutique de la part de l'employeur. Le risque habituel, effectivement, de considérer que le consentement du salarié n'était pas totalement libre et éclairé. Sous cette réserve, non, de la même façon qu'on peut conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie ou en congé maternité, le fait qu'il revienne de temps partiel thérapeutique n'est pas en soi bloquant. Pour répondre à la question de Bénédicte, qui nous demande si une date de fin de contrat portée sur la rupture conventionnelle postérieure au délai d'examen pour homologation peut être modifiée avec l'accord des deux parties pour être ramenée à la date du lendemain de l'homologation. Alors, deux choses. D'abord, très souvent, c'est la date de la rupture conventionnelle est fixée au lendemain de la date d'homologation. Néanmoins, il y a tout à fait la possibilité de fixer la rupture du contrat à une date postérieure. Ça peut même être un élément de négociation qui permet aux salariés de rester plus longtemps en emploi, de préparer aussi la suite tout en restant en emploi, etc. Donc, il peut être très intéressant de fixer la date, de laisser vivre le contrat de travail au-delà de la date d'homologation. Néanmoins, dans la mesure où la date de rupture du contrat doit être indiquée sur le formulaire transmis à l'administration pour homologation, je vois pas bien comment modifier cette date pendant l'homologation. Une fois que la rupture a été homologuée, c'est une question qui peut se poser. Dans la mesure où la date d'homologation est passée, ça paraît possible sans que ça constitue une fraude aux règles de la rupture conventionnelle. Donc pourquoi pas? Une question, peut-être la dernière. On va prendre la dernière question. Delphine qui nous demande si un salarié à qui on a proposé une rupture conventionnelle, qu'il a refusé et qui est licencié 3 mois plus tard, y a-t-il un risque dans ce cas? Alors, je ne sais pas si derrière la question, c'est la question de la mesure de rétorsion. Le licenciement serait une mesure de rétorsion au refus de signature d'une rupture conventionnelle. Il y a un risque. Si le licenciement est justifié, que les motifs invoqués tiennent la route et que la procédure est respectée, a priori pas, mais on n'est jamais à l'abri d'une action du salarié qui va chercher à démontrer qu'effectivement l'employeur l'a licencié parce qu'il avait refusé de conclure une rupture conventionnelle. Après, tout est vraiment affaire d'espèce, quoi. C'est du cas par cas. Il faut tenir compte du contexte et ça, seul le juge statuera sur ce point-là. Une petite dernière pour la route, Clément, ou écoute, et on s'arrête. Donc une dernière.
Alors, le fait de contacter un salarié pendant un arrêt peut-il être reproché à l'employeur? Sur le principe, non. Maintenant, tout dépend du contexte. Mais c'est tout à fait possible si la demande est, donc j'imagine, d'entrer en relation dans le but de conclure une rupture conventionnelle, c'est tout à fait possible de contacter le salarié pour cela. Et ça peut aussi être fait par le biais d'un collègue, d'un manager qui est en relation avec le salarié pour suggérer cette piste pour trouver une solution à une situation qu'on peut imaginer compliquée. Merci Clément. Merci Marie. On va s'arrêter là. Merci de votre attention. Donc on va faire une FAQ écrite qui sera diffusée sous les meilleurs délais, je crois, sur Webikeo, si je ne m'abuse. Par mail. Par mail, d'accord. Donc vous recevrez les réponses par mail de manière plus personnalisée. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.